Elle s'est éloignée, alors je suis parti. Ce qui a suivi l'a laissé complètement brisé. La nuit où je suis parti, ce n'était pas à cause d'une dispute, ni d'une grande querelle à grands cris, ni même d'une discussion. C'était à cause du silence. Un silence si lourd qu'il rendait l'air de notre maison épais, comme si on respirait à travers un linge humide. Elle était debout dans la cuisine, la porte du réfrigérateur ouverte, fixant le vide. L'air froid embuait les verres sur l'étagère du haut, et pourtant, elle ne bougeait pas. Je me suis appuyé contre le seuil de la porte, l'observant, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle dirait peut-être quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de ça, elle a fermé le réfrigérateur, et passé à côté de moi comme si je n'étais pas là, et sa manche a frôlé mon bras d'une manière qui ressemblait moins à un contact qu'à un évitement. Quelque chose en moi s'est effondré. Je voulais la retenir, la forcer à me voir. Mais je savais ce qui arriverait si j'essayais. Ce seul mot qu'elle avait déjà utilisé, non, était déjà dans ma tête, prêt à atterrir avant même que je la touche. Alors je ne l'ai pas fait. Je suis simplement resté là, la laissant disparaître dans la chambre, écoutant le bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, le léger martèlement de ses pieds sur le tapis, puis plus rien de nouveau. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais devenu invisible. Pas soudainement, mais de cette manière lente et érosive, comme une photographie laissée trop longtemps au soleil, s'estompant jusqu'à ce que l'image soit à peine visible. 5 minutes plus tard, j'étais dans le garage, mon sac de sport à la main, les clés de la voiture froides contre ma paume. Pas de mots, pas de texto, pas d'adieu. La porte du garage s'est ouverte dans un grand fracas, et le son a semblé plus fort qu'il n'aurait dû, comme si l'univers essayait de marquer le moment. Le temps d'atteindre l'autoroute, mon téléphone s'illuminait déjà de ses appels. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai simplement conduit dans l'obscurité, sans me rendre compte que cette sortie silencieuse, cette disparition muette, serait exactement ce qui finirait par la briser. Et ce qui a suivi me laisserait me demander si j'avais jamais vraiment connu la femme que j'avais épousée. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter, mais après presque 2 heures de conduite, mes mains se sont mises à trembler sur le volant. Pas de peur, mais sous le poids de ce que je venais de faire. La lueur jaune d'un vieux restaurant routier a attiré mon attention, et je suis entré, pensant qu'une tasse de mauvais café valait mieux que de rester seul dans une chambre de motel sombre avec mes pensées qui me hurlaient dessus. À l'intérieur, c'était presque vide. Juste une serveuse à l'air fatigué qui nettoyait un comptoir et un homme avec une casquette de baseball penché sur une assiette de pancakes comme si c'était son dernier repas. Je me suis glissé dans une banquette dans le coin le plus reculé, j'ai commandé un café et j'ai regardé par la fenêtre le tronçon de route sombre d'où je venais. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à mon téléphone sur la table, face cachée, mais vibrant toutes les quelques minutes. Le nombre d'appels manqués augmentait si vite que c'en était presque surréaliste, 23, 27, 31. Le café est arrivé et j'ai enroulé mes mains autour de la tasse, espérant que la chaleur me stabiliserait. C'est alors que la première alerte de messagerie vocale est apparue. Je me suis dit de ne pas écouter, mais la curiosité a une façon de ronger la résolution. J'ai appuyé sur « Lecture ». Sa voix était tremblante mais contenue. « Léonard, je ne sais pas ce qui se passe. S'il te plaît, rentre juste à la maison. » Il y a eu une pause, puis un clic. Le deuxième message était plus court. Juste une respiration. Pas de mots, mais le genre de respiration qu'on entend quand quelqu'un fait les 100 pas, le téléphone pressé trop fort contre l'oreille. Au troisième, son sang-froid commençait à se fissurer. Je ne peux pas faire ça maintenant. Je ne peux pas. Réponds-moi, s'il te plaît. Et puis quelque chose d'étrange, le son d'elle chuchotant à quelqu'un d'autre dans la pièce. La voix d'un homme, trop basse pour la distinguer, mais elle était là. Je me suis figé. Mon pouce planait au-dessus du bouton de lecture, mais je ne l'ai pas pressé. Au lieu de cela, je suis resté assis là, le cliquetis des assiettes dans la cuisine s'estompant en un bruit de fond pendant que mon cerveau essayait de rattraper son retard. À qui parlait-elle? Pourquoi avait-on l'impression qu'elle n'était pas seule dans notre maison à peine 1 heure après mon départ? La serveuse s'est approchée pour resservir mon café, et j'ai hoché la tête sans vraiment la voir. Ma poitrine était serrée, comme si l'air était soudain redevenu trop épais. L'envie de faire demi-tour, d'exiger des réponses, me griffait, mais je savais que si je le faisais, je me retrouverais face à quelque chose que je ne pourrais plus ignorer. J'ai pris mon téléphone et je suis revenu à la liste d'appels. 42 appels manqués maintenant,
6 messages vocaux, chacun me rapprochant probablement de la vérité. Mais je n'étais pas prêt. Pas encore. Parce qu'au fond de moi, j'avais le sentiment que ce qui m'attendait dans ces messages n'allait pas être une explication. Ça allait être une confession. Le 6e message vocal était là, sur mon téléphone, comme une arme chargée, silencieux mais menaçant. Je suis resté assis dans cette banquette bien après que mon café ait refroidi, l'odeur de pain grillé brûlé de la cuisine s'accrochant à l'air. De temps en temps, mon pouce planait au-dessus du bouton de lecture, mais je le retirais comme si je craignais que le téléphone ne me brûle. Quand j'ai finalement rassemblé le courage, j'ai mis mes écouteurs, je me suis penché en avant comme si j'étais sur le point d'entendre des secrets d'État et j'ai appuyé sur « Lecture ». Au début, ce n'était que le son de ses pleurs, pas fort, mais saccadé, du genre qui vient de quelqu'un qui essaie de garder son sang-froid et qui échoue. Puis, à travers les sanglots étouffés, sa voix, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer avant que tu, et puis elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. La chose suivante que j'ai entendue, c'était la voix d'un homme, clair cette fois, pas le murmure à peine perceptible d'avant. Il ne reviendra pas, Aaron. Tu le sais. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai eu l'impression que la banquette penchait. La façon dont il l'a dit, calme, presque rassurante, n'était pas celle d'un étranger, ni celle d'une voix au hasard. C'était quelqu'un à l'aise dans ma maison, parlant comme s'il avait le droit d'être là, comme s'il y avait déjà été. J'ai arraché mes écouteurs et laissé le téléphone tomber sur la table, ce qui m'a valu un regard de l'homme à la casquette au comptoir. Je m'en fichais. Mon esprit était bloqué sur la façon dont elle n'avait pas argumenté avec lui, ne lui avait pas dit de partir. La partie logique de moi, celle qui pensait encore comme un adulte rationnel, a essayé de rassembler les morceaux. Peut-être que c'était son frère. Peut-être un ami du travail. Peut-être. Mais je me suis souvenu de quelque chose, Aaron n'a pas de frère. Elle ne ramène pas d'amis à la maison sans me le dire. Et elle a beaucoup travaillé tard ces derniers mois. Je suis sorti du restaurant sans payer le café supplémentaire, je suis monté dans ma voiture et j'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé mon propre reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air vide, comme quelqu'un à qui on venait de dire que toute sa vie aurait pu être une longue et lente blague. Finalement, j'ai repris la route, non pas pour rentrer à la maison, mais vers le seul endroit où je savais que je pourrais m'asseoir sans être vu, la laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 de l'autre côté de la ville. Je me suis garé là où je pouvais voir la route principale, j'ai coupé le moteur et je me suis assis dans l'obscurité, la lueur du distributeur automatique à l'intérieur se déversant sur le trottoir. Le téléphone était toujours sur mes genoux, lourd et accusateur. J'ai vérifié les anciens messages vocaux, les premiers de cette nuit-là. Les 2 premiers étaient tels, feignant de ne pas savoir pourquoi j'étais parti. Ceux du milieu étaient tels, commençant à perdre le contrôle. Mais ce dernier, celui-là m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'appelait pas pour me supplier de revenir par amour. Elle appelait parce qu'elle venait de se rendre compte qu'elle ne pouvait plus contrôler l'issue. Et qui que soit cet homme, il faisait partie de la raison pour laquelle elle avait d'abord repoussé mon contact. Je suis resté assis là jusqu'à l'aube, à regarder la route, attendant le moment où je déciderais si je devais l'affronter ou disparaître si complètement qu'elle n'aurait jamais la chance de s'expliquer. Les lumières fluorescentes de la laverie automatique filtraient à travers la vitre, leur lueur blanche et crue rendant tout à l'extérieur terne et irréel. Je suis resté assis sur le siège du conducteur, observant le client occasionnel du petit matin entrer avec un panier de linge et me demandant comment il pouvait exister d'une manière si ordinaire alors que toute ma vie s'effondrait entre mes mains. Mon téléphone était sur le siège passager, l'écran noir maintenant, mais chaque fois que je le regardais, je pouvais presque entendre sa voix à nouveau. Il ne reviendra pas, Aaron. Tu le sais. Moins de 12 heures s'étaient écoulées depuis mon départ. Pourtant, ces mots semblaient déjà gravés en moi. Je me suis dit de ne pas en faire toute une histoire, que j'avais peut-être mal entendu. Mais ce mensonge n'a pas tenu longtemps, car il y avait quelque chose dans son ton qui n'appartenait pas à des étrangers, ni à des collègues de travail, ni à quiconque n'était pas profondément mêlé à sa vie. C'était le genre de voix qu'on utilise quand on a été proche de quelqu'un d'une manière qui n'a pas besoin d'explication. Le genre de voix que j'avais l'habitude d'avoir avec elle avant qu'elle ne commence à se détourner de mon contact. Et si je suis honnête, une partie de moi le savait déjà. On ne se lève pas un jour pour ne plus vouloir que son partenaire soit près de soi.
Quelque chose m'avait remplacé, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour moi du tout. Le ciel à l'extérieur passait du noir à un gris froid quand j'ai finalement repris le téléphone. Mon pouce planait au-dessus de son nom dans la liste d'appels. J'ai pensé à appeler, non pas pour me réconcilier, ça n'existait plus, mais pour la prendre au dépourvu, pour entendre la panique qui bouillonnait sous sa voix. Mais je n'ai pas appuyé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes messages. Il y avait une série de textos d'elle, de plus en plus frénétiques au fil de la nuit. S'il te plaît, appelle-moi. Où es-tu? Je suis désolé. Et puis le dernier, envoyé à 3h27 du matin. J'ai besoin de m'expliquer avant que tu ne fasses quelque chose de stupide. Quelque chose de stupide. C'est ce dont elle me croyait capable. Après des années à me plier en quatre pour la rendre heureuse, à me faire si petit pour qu'elle puisse avoir tout l'espace qu'elle voulait, j'étais capable de quelque chose de stupide à ses yeux. Ce texto en disait plus que n'importe quel message vocal. Il me disait qu'elle n'était pas inquiète pour moi. Elle était inquiète pour elle-même, pour la perte de contrôle de la double vie qu'elle menait. Je me suis penché en arrière sur le siège, regardant le plafond de la voiture, et j'ai laissé la laide réalité s'installer. Si je retournais, je me retrouverais dans une conversation qu'elle aurait chorégraphiée pour se faire passer pour la victime. Elle pleurerait. Elle déformerait les choses. Elle trouverait un moyen de faire de mon départ le problème au lieu de la raison pour laquelle je suis parti. Et pire encore, je pourrais tomber dans le piège. C'était la partie qui me faisait le plus peur. Que même maintenant, avec sa trahison qui vrombissait comme une sirène d'alarme dans ma tête, je voulais toujours qu'elle me regarde comme avant. Le temps que le soleil se lève complètement, la ville s'éveillait autour de moi, mais je n'avais pas bougé. Mon café du restaurant était toujours dans le porte-gobelet, froid et intact. Je me suis dit que je conduirais quelque part loin, peut-être à quelques états de distance, et que je disparaîtrais dans un endroit où elle ne pourrait pas m'atteindre. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas prêt à disparaître complètement. Pas avant de savoir exactement qui était cet homme et depuis combien de temps il occupait l'espace où j'aurais dû être. J'ai démarré le moteur, le son brisant le silence comme un coup de tonnerre, et j'ai tourné la voiture vers la seule personne qui, je pensais, pourrait connaître la vérité, quelqu'un qui n'avait rien à gagner à me mentir. Je ne savais toujours pas si je cherchais une confirmation ou une excuse pour ne pas croire ce que je savais déjà. J'ai conduit sans musique, sans podcast, sans rien pour étouffer les pensées qui tournaient en boucle dans ma tête. Chaque kilomètre semblait plus lourd, comme si la route elle-même me poussait vers une vérité que je ne voulais pas, mais que je ne pouvais m'empêcher de poursuivre. Ma destination n'était pas son travail, ni notre maison, ni aucun endroit évident. Je me dirigeais vers chez Lydia, la plus vieille amie d'Aaron. Elle se connaissait depuis le lycée, et bien qu'elle se soit éloignée ces dernières années, Lydia n'avait jamais hésité à me dire quand Aaron se comportait de manière égoïste. Si quelqu'un avait vu ou entendu quelque chose, ce serait elle. Lydia vivait dans un petit appartement étroit au-dessus d'une boulangerie, l'odeur de pain et de cannelle m'a frappé avant même que je me gare. J'ai monté l'escalier étroit, ma main reposant sur la rampe qui semblait glissante à cause d'années de vernis et de négligence. Quand elle a ouvert la porte, elle a semblé surprise, et pas d'une manière polie du genre « Oh, quelle agréable surprise !» C'était le genre de surprise qui disait qu'elle savait déjà que je ne viendrais pas la voir à moins que quelque chose n'aille vraiment mal. « Léonard, qu'est-ce que » commença-t-elle, mais je l'ai interrompu parce que je n'avais pas la force de bavarder. « C'est qui, le type ?» Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, et j'ai détesté ça. Je voulais avoir l'air vif, en contrôle, mais c'est sorti tremblant et fatigué, comme si j'avais déjà perdu. Elle a cligné des yeux, en fronçant les sourcils. Quel type ? Celui qui était chez moi hier soir. Celui qui lui a dit que je ne reviendrais pas. J'ai observé son visage attentivement, comme on observe un joueur de poker à la recherche du moindre signe. Et il était là, un battement de cils. Ses yeux se sont détournés pendant une demi-seconde avant de se replonger dans les miens. « Léonard, je pense que tu devrais parler à Aaron, » dit-elle, mais sa voix ne correspondait pas aux mots. Elle était trop prudente, comme si elle choisissait chaque mot pour ce qu'il révélait le moins. Je suis entré davantage dans son appartement, les planches du sol craquant sous mon poids. « Non, tu vas me le dire maintenant. » Elle a poussé un lent soupir, croisant les bras. « Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai ri, un rire laid et creux qui m'a semblé étrange même à moi. Chaque fois que quelqu'un dit ça,
c'est exactement ce que je pense. Pendant un moment, il a semblé qu'elle pourrait simplement se refermer et refuser de répondre. Mais ensuite ses yeux se sont adoucis et sa voix a baissé. Léonard, ce n'est pas nouveau. Il est dans les parages depuis un moment. Je lui ai dit qu'elle faisait une erreur, mais elle n'arrêtait pas de dire que tu ne le remarquerais pas. Que tu étais trop dans ta propre tête pour voir ce qui se passait juste devant toi. Ces mots m'ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Trop dans ma propre tête. C'est comme ça qu'elle le justifiait? Que je méritais en quelque sorte d'être remplacé parce que j'étais le genre d'homme qui remarquait quand sa femme se détournait de son contact? Je me suis appuyé contre le mur, mes jambes soudainement faibles. Qui est-ce? Lydia a hésité. Tu ne vas pas aimer la réponse. Je n'aime déjà rien de tout ça, ai-je dit. Elle m'a regardé avec une sorte de pitié que je ne voulais pas. C'est quelqu'un que tu connais. La pièce a un peu basculé et mes oreilles ont bourdonné. Bien sûr que c'en était un. Ces choses-là le sont toujours. Mon esprit a commencé à passer en revue tous les hommes de nos vies, des voisins aux collègues de travail, en passant par des gens auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. La liste était trop longue, et chaque nom me retournait l'estomac. Je suis parti de chez Lydia sans dire au revoir, le pouls martelant dans mes oreilles. En m'éloignant, les rues semblaient plus étroites, la lumière plus crue et mes propres pensées plus acérées qu'elles ne l'avaient été depuis des jours. Elle avait laissé quelqu'un que je connaissais entrer dans ma vie, dans ma maison, en elle, puis m'avait regardé dans les yeux et avait agi comme si rien n'avait changé. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais plus simplement disparaître en silence. J'avais besoin de la vérité, éplée de sa voix, même si cela détruisait ce qu'il restait de moi. Quand je suis arrivé dans notre rue, la matinée s'était déjà transformée en après-midi, et la lumière du soleil avait cette lueur dure et implacable qui rend tout plus net, plus exposé. Je me suis garé à quelques maisons de là, en partie pour éviter qu'elle n'entende la voiture, en partie parce que j'avais besoin de ces quelques pas supplémentaires pour me stabiliser avant de franchir la porte. Chaque fissure dans le trottoir, chaque murmure du vent dans les arbres semblait plus fort qu'il n'aurait dû, comme si le monde retenait son souffle. Je n'avais pas de plan. Pas de script, pas de discours répété, juste le besoin brut et conscient de la regarder dans les yeux et de la forcer à dire son nom. En arrivant à la maison, j'ai remarqué que les stores du salon étaient inclinés juste assez pour que quelqu'un à l'intérieur puisse regarder dehors. Mon estomac s'est noué. M'attendait-elle? Où était celui, encore là en plein jour, occupant mon espace comme si c'était le sien? Je n'ai pas sonné. J'ai utilisé ma propre clé, celle qu'elle ne pensait probablement pas que j'oserais réutiliser, et je suis entré. L'air était différent, pas l'air vicié et froid d'une maison laissée seule pendant la nuit, mais plus chaud, habité. Il y avait une légère odeur de son parfum mêlée à quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Puis je l'ai entendu, un mouvement à l'étage, lent mais délibéré, comme si quelqu'un marchait prudemment pour ne pas être entendu. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis resté immobile, laissant le son me guider. Elle est apparue en haut des escaliers, portant le même pull que la nuit où je suis parti, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Pendant une seconde, elle s'est figée. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois, la peur. Pas la tristesse, pas la culpabilité, mais le genre de peur qui survient quand on a été pris en flagrant délit de mensonge et qu'on n'a pas eu le temps de décider quelle version de la vérité raconter. Léonard, tu ne peux pas simplement entrer ici, dit-elle, la voix basse mais tendue. Je l'ai ignoré. Qui est-ce? Ses lèvres se sont pincées et elle a secoué la tête comme si elle ne comprenait pas la question. De quoi parles-tu? Ne fais pas ça, ai-je dit, et ma voix m'a surpris. Elle n'était pas forte, mais elle était plus tranchante que je ne le voulais. Le genre de tranchant qui coupe avant que l'autre personne ne le sente. Je l'ai entendu sur le répondeur. Il a dit que je ne reviendrais pas. Il était dans cette maison. Aaron, qui est-ce? Elle a regardé par-dessus son épaule pendant une fraction de seconde. Et j'ai su, qu'il soit encore là ou non, que ce regard le trahissait plus que n'importe quel nom. Léonard, tu exagères les choses. Elle a commencé à descendre une marche, son ton changeant pour ce calme répété qu'elle utilisait toujours quand elle voulait me faire douter de moi-même. Tu agis de manière paranoïaque depuis des mois. Tu pars sans un mot, tu disparais toute la nuit, et maintenant tu reviens m'accuser de « assez », ai-je dit, l'interrompant de nouveau. Mes mains tremblaient, mais j'ai gardé mes yeux sur les siens.
Lydia m'a dit que ce n'est pas nouveau. Elle m'a dit que tu laissais quelqu'un me remplacer depuis un moment. Alors, si tu vas mentir, au moins ne perds pas mon temps à faire semblant que je suis fou. Son visage s'est durci, toute trace de peur a disparu, remplacée par quelque chose de plus froid. Tu n'aurais pas dû aller voir Lydia, dit-elle à voix basse, presque comme une menace. Et c'est là que j'ai compris. Elle n'avait pas peur de me perdre. Elle avait peur de perdre le contrôle de l'histoire qu'elle avait construite. De l'étage, une planche du sol a craqué. Le son était petit, mais il a explosé dans ma tête comme un coup de feu. Je me suis dirigé vers les escaliers, mais elle s'est déplacée rapidement, me barrant le passage, les mains tendues comme pour m'empêcher de marcher dans la circulation. « Ne fais pas ça, Léonard, dit-elle, sa voix baissant à quelque chose entre une supplication et un avertissement. Tu ne vas pas aimer ce que tu vas trouver. Mais elle avait tort. À ce moment-là, peu importait si j'aimais ça ou non. J'avais déjà décidé que j'allais le découvrir, et que j'allais la forcer à dire son nom en me regardant droit dans les yeux. Je suis resté là, au pied des escaliers, le cœur battant si fort que j'entendais à peine sa voix. Je ne pouvais me concentrer que sur le son de ce seul craquement au-dessus de nous. Ce n'était pas seulement le bruit, c'était ce que cela signifiait. Quelqu'un était encore là, dans ma maison, dans l'espace que j'avais payé, dans la vie que j'avais construite. Et Aaron gardait ce secret comme s'il valait plus que tout notre mariage. Je ne l'ai pas encore écarté. Je voulais voir si elle s'effondrerait sous la pression. Bouge, ai-je dit, d'une voix plate. Elle ne l'a pas fait. Ses yeux se sont plongés dans les miens, froids et défiants, comme s'il s'agissait d'un jeu d'endurance, et que celui qui clignerait des yeux le premier perdrait. C'est là que j'ai compris. Elle pensait que je ferais marche arrière. Elle pensait que je ferais demi-tour, que je repartirais, et qu'elle pourrait transformer cela en une histoire larmoyante sur son mari instable. C'est comme ça qu'elle avait toujours gagné avant, en me faisant douter de ma propre raison. J'ai fait un lent pas vers elle. Tu vas me dire qui c'est, ou je le découvrirai moi-même. De toute façon, aujourd'hui, j'aurai une réponse. Ses lèvres se sont pincées davantage, et pendant un moment, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la culpabilité, peut-être? Ou de la peur? Mais cela a disparu aussi vite que c'est apparu. Le sol à l'étage a de nouveau gémi. Cette fois, je n'ai pas attendu. Je me suis déplacé sur le côté, frôlant son épaule en passant. Elle m'a attrapé le bras, ses doigts se plantant avec force, et a sifflé, « Léonard, arrête !» Mais sa prise n'était pas assez forte pour me retenir. J'ai monté les escaliers 4 à 4, la poitrine serrée, mon esprit se préparant déjà à ce que j'allais voir. En haut du palier, le couloir s'étendait devant moi. La porte de notre chambre était entr'ouverte. De l'intérieur, j'ai pu entendre un léger bruissement, comme si quelqu'un changeait de poids sur le sol. J'ai poussé la porte en grand, et il était là. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un collègue que je n'avais jamais rencontré. Ce n'était pas une silhouette sans visage qui pouvait s'expliquer. C'était Matt, mon voisin, le type qui m'avait emprunté mes outils le mois dernier et qui était resté dans mon allée à me parler de la météo pendant 20 minutes. Il m'a regardé, pas honteux, pas paniqué, juste ennuyé, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Aaron était juste derrière moi, sa voix soudainement douce, presque désespérée. « Léonard, ce n'est pas ce que ça a l'air. » Mais je ne pouvais pas arrêter de regarder Matt, debout là, en chaussettes, comme s'il était le propriétaire des lieux. Il n'a pas bronché, n'a pas cherché d'excuses. Au lieu de cela, il a simplement dit « Je suppose que tu es rentré plus tôt que prévu. » Cette seule phrase a frappé plus fort que tout ce qu'Aaron aurait pu dire. Parce que ce n'était pas seulement de l'arrogance désinvolte, c'était de la possession. Il avait été dans ma maison assez longtemps pour s'y sentir à l'aise. À l'aise avec elle. Assez à l'aise pour supposer que je ne reviendrais pas. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Aaron s'est de nouveau interposé, me barrant la vue, ses mains maintenant sur ma poitrine. « Léonard, écoute-moi. » Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait plus rien à écouter. Tous les appels manqués, les messages vocaux, les regards furtifs, ne visaient pas à nous sauver. Ils visaient à m'empêcher d'entrer dans ce moment. Et maintenant que je l'avais fait, il n'y avait aucune version de l'histoire qu'elle pourrait raconter qui effacerait ce que j'avais vu. Matt n'a pas dit un mot de plus.
Il n'en avait pas besoin. Le mal était déjà fait. Pendant quelques secondes, la pièce a semblé s'effondrer sur elle-même. La voix d'Aaron essayait toujours de percer, ses mains agrippant mes bras, ses mots sortant en un flot, excuses, dénégations, demi-vérités. Mais je ne l'entendais plus vraiment. Mes yeux se sont détournés au-delà d'elle, vers la fenêtre, où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en douces rayures dorées. Et quelque part dans cette quiétude, j'ai compris. Ce n'était pas la fin de ma vie. C'était la fin d'un chapitre, un que j'aurais dû fermer il y a bien longtemps. J'ai fait un pas en arrière, écartant ses mains de moi, et ma voix est sortie plus calme que ce à quoi je m'attendais. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je comprends maintenant. Cela a semblé la déconcerter plus que si j'avais crié. Je me suis retourné, j'ai quitté la pièce et j'ai descendu les escaliers. Chaque pas semblait plus léger, comme si je sortais de sous quelque chose de lourd que j'avais porté pendant des années sans m'en rendre compte. Dehors, l'air était chaud et sentait légèrement l'herbe fraîchement coupée de quelque part dans la rue. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je n'ai pas regardé en arrière. Pas de porte claquée, pas de discours dramatique, juste une sortie silencieuse et finale, du genre qui ne laisse aucune place au doute. J'ai conduit jusqu'à la côte cet après-midi-là, j'ai trouvé un petit café avec vue sur l'eau. J'ai commandé un café, je me suis assis à une table près de la fenêtre et j'ai regardé les vagues déferler. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai senti que je pouvais respirer. La douleur était toujours là, bien sûr, mais il y avait aussi autre chose, le soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à me battre pour une place dans ma propre vie. Le soulagement de pouvoir décider à partir de ce moment ce que je laisse entrer et ce que je ferme. Je savais que j'irais bien. Pas instantanément, pas parfaitement, mais à mon propre rythme. Et tandis que le soleil descendait plus bas sur l'eau, je me suis rendu compte que partir n'était pas seulement une fin. C'était le début de quelque chose que j'avais oublié que je pouvais avoir, la paix. Merci d'avoir écouté mon histoire ici sur Reddit Confession. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où partir s'est avéré être la meilleure décision que vous ayez jamais prise? Partagez-les dans les commentaires. J'adorerais lire vos expériences.